Bonjour à tous. On va se poser une question aujourd'hui. Comment, dans un pays comme la France, des gens se retrouvent encore à la rue? Et si le problème n'était pas un manque d'argent, mais plutôt une faille dans le système? C'est pile la question que pose le plan de la France lucide. On va donc décrypter ensemble leurs propositions pour en finir avec ce qu'ils appellent le sans-abrisme évitable. C'est parti. Le plan démarre avec une idée vraiment forte, résumée par cette phrase: l'échec n'est pas individuel, il est structurel. L'idée, ici, ce n'est pas de pointer du doigt le manque de moyens ou le dévouement incroyable des gens sur le terrain, non. C'est de dire que le problème vient de l'organisation même du système. Et c'est ce postulat qui va guider toute la logique du plan. Alors, cette défaillance structurelle, comment est-ce qu'elle se manifeste? Eh bien, le plan la décrit comme une chaîne d'intervention qui est complètement fragmentée. Imaginez un peu une chaîne dont les maillons ne seraient pas attachés les uns aux autres. Le résultat est simple, une personne est signalée par un service, mais elle n'est jamais prise en charge par le suivant. Les responsabilités se diluent et au final, c'est l'efficacité qui se perd en route. Le diagnostic que pose le plan, il est assez précis. On parle d'alertes qui se perdent entre les services, de suivis qui sont brutalement interrompus, et surtout d'acteurs qui agissent en parallèle, chacun dans son couloir, mais sans jamais vraiment travailler ensemble. C'est cette absence totale de coordination qui, d'après le plan, transforme des situations qui sont difficiles, certes, mais gérables, en de véritables urgences critiques. Face à ce constat, la proposition centrale est un changement radical de philosophie. Plutôt que de dire « on a dépensé tant de millions pour l'hébergement d'urgence », le plan veut qu'on puisse dire « on a sorti tant de personnes de la rue et de manière durable ». On passe d'une logique de moyens à une véritable exigence de résultats. C'est ça le cœur de la transformation. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Le plan définit son périmètre de manière très claire, le sans-abri évitable. Il ne fait pas la promesse d'éradiquer toutes les formes de sans-abri. Non, il s'attaque à celles qui sont la conséquence directe des failles du système. C'est une approche qui se veut lucide, pragmatique. Ce tableau y résume parfaitement ce changement de paradigme. D'un côté, le système actuel, avec ses responsabilités un peu floues et ses délais qu'on subit. De l'autre, le modèle proposé, qui est fondé sur la mesure, sur une responsabilité claire et identifiée, et sur une chaîne de soutien qui, cette fois, est ininterrompue. Le concept clé, le moteur de tout ça, c'est donc cette fameuse obligation de résultat. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie que l'État ne se contente plus de distribuer des fonds. Il impose des délais stricts, des responsables qui sont nommément désignés et des résultats qu'on peut mesurer à tous les acteurs. C'est une véritable réingénierie budgétaire. L'idée n'est pas forcément de demander plus d'argent, mais de réallouer l'argent qu'on dépense déjà dans l'urgence et qui coûte une fortune pour financer des solutions stables. Bon, mais comment est-ce qu'on met en pratique cette obligation de résultat? Eh bien, le plan s'articule autour de 3 grands axes, 3 piliers qui viennent structurer toute la démarche. Les voici, ces 3 piliers. D'abord, la prévention, pour agir bien avant que la situation ne devienne critique. Ensuite, la coordination, pour être sûr que personne ne soit perdu entre 2 services. Et enfin, la gouvernance, qui est un peu le cerveau de l'opération. On pilote, on mesure et on assume la responsabilité, que ce soit un succès ou un échec. Et justement, voyons comment tout ça est mesuré. La vraie nouveauté, c'est que chaque pilier est lié à des indicateurs publics obligatoires. Par exemple, on mesurait le taux de ce qu'on appelle les sorties sèches, c'est-à-dire le nombre de personnes qui quittent un dispositif d'aide sans aucune solution derrière. Ces données, rendues publiques, deviennent l'outil principal pour imposer la transparence et forcer les résultats. Et si les indicateurs sont mauvais, alors c'est là qu'intervient ce qu'ils appellent un mécanisme de correction. Un dispositif qui échoue de manière répétée ne peut plus continuer comme si de rien n'était. Il est analysé, on lui donne un délai pour s'améliorer et s'il n'y arrive pas, il est corrigé ou tout simplement arrêté. C'est un changement de mentalité énorme. La priorité, c'est la continuité de la prise en charge de la personne, pas la survie des structures. Allez, passons de la stratégie à la pratique. Pour tester tous ces principes, le plan propose une expérimentation sur le terrain, un projet pilote qui a un nom, Vivre Plus. Vivre Plus, c'est donc le laboratoire de cette nouvelle méthode. L'idée, c'est de le tester à l'échelle d'une ville, en l'occurrence Nantes, pour valider sur le terrain si cette approche est faisable et utile, avant d'imaginer la généraliser. Voilà comment ça marcherait. Tout commence par un signalement. Ce signalement est ensuite qualifié pour bien évaluer l'urgence. La personne est après orientée vers le bon interlocuteur. Cet acteur intervient, et c'est là que tout change. L'impact de cette intervention est mesuré, avec des indicateurs très précis. Et ces données, elles servent à améliorer le système en permanence. On est dans un cercle vertueux entièrement traçable. Ce qui est vraiment fondamental, c'est que tout ce dispositif est encadré par des principes éthiques très stricts.
L'humain reste au centre, on refuse d'instrumentaliser qui que ce soit, et on protège à la fois les personnes aidées et les équipes sur le terrain, notamment en étant très honnête sur les capacités réelles du système pour éviter l'épuisement professionnel. Pour finir, comment est-ce que ce plan est censé être mis en place? Eh bien, la démarche se veut très pragmatique, progressive, loin des promesses de grand soir. Le déploiement est pensé sur 5 ans, en plusieurs étapes. La première année, on pose les fondations, le cadre, les responsabilités, les fameux indicateurs. Ensuite, pendant 2 ans, on passe à l'action. On réduit les délais, on commence à corriger ce qui ne va pas. Et les 2 dernières années, on consolide ce qui marche. C'est une approche qui se donne le temps d'apprendre et de s'ajuster. Cette citation, tirée du document, elle est très révélatrice de l'état d'esprit général. Le plan reconnaît lui-même ses propres limites. Il ne prétend pas être une solution miracle, mais plutôt une méthode structurée pour s'attaquer à un problème bien précis, le sans-abri qui vient de nos propres échecs d'organisation. Alors, si on devait résumer ce qui change vraiment, ce serait ça. On passe d'une culture de l'effort à une exigence de résultat. On le fait avec une mesure publique et transparente. On s'autorise à corriger et même à arrêter ce qui ne marche pas. Et surtout, à chaque étape, on sait qui est responsable. C'est ça la véritable rupture que ce plan propose. On termine là-dessus avec cette question. Au-delà du sans-abrisme, est-ce que cette approche, imposer la mesure, la transparence et la responsabilité, pourrait être un modèle pour repenser l'action publique face à d'autres grands défis? La question est ouverte. Merci beaucoup de nous avoir suivis.